Donc à l'Institut international d'études stratégiques basé à Londres. Alors on l'a vu, ces deux attaques en mer d'Oman surviennent un mois après celles menées contre 4 autres navires, dont 3 pétroliers au large des Émirats arabes unis. À quoi tout cela peut-il mener? Est-ce que l'on doit craindre, est-ce que vous craignez, vous en tant qu'analyste, une confrontation plus directe impliquant l'Iran? Naturellement, il faut craindre une confrontation plus directe. On est dans des circonstances où même en l'absence d'une volonté ferme d'aller à l'affrontement, les dérapages sont à peu près inévitables. Donc si ça n'arrive pas exprès, ça arrivera de façon inadvertante. C'est un moment quand même assez dangereux. Un moment clé, sans doute, éviter les dérapages. Quelle peut être la porte de sortie d'une telle spirale? Alors, ce qui est intéressant dans le communiqué iranien, la réaction iranienne, c'est qu'il parle de sabotage diplomatique, c'est qui est une autre façon de dire qu'à Téhéran, les tenants d'une éventuelle discussion avec les Américains sont encore en mesure de dicter le rythme de l'action en Iran. Et il est vrai aussi que le président Trump, en tant que tel, jusqu'à présent, n'a jamais fermé complètement la porte à une éventuelle et donc sabotage discussion diplomatique, effectivement, c'est presque, on peut peut-être l'interpréter positivement en se disant que tout n'est peut-être pas encore perdu. Voilà, tout n'est pas encore perdu. Cela étant dit, la tendance, elle est clairement négative. Et moi, je ne sais pas qui a fait le coup. Ce sont peut-être les Iraniens. Mais je dois dire, le fait aller attaquer un pétrolier japonais pendant qu'on reçoit le Premier ministre japonais, ce qui était le cas de M. Abe à Téhéran, ça paraît un tout petit peu tiré par les cheveux. Charger les Américains, pourquoi pas, mais il faut avoir des éléments de preuve pour l'affirmer. D'autres intervenants, les Saoudiens qui disent que ce sont les Houthis du Yémen. Il peut aussi y avoir des gens en Arabie ou dans les Émirats. On se rend bien compte que c'est une implication totalement régionale. Là, on est quand même en train de danser sur le bord du gouffre. Alors, on va voir une image également, celle du 19e sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Ça se tient à Bishkek, capitale du Kirghizistan. Ils sont présents notamment les présidents russes, chinois, indiens et en invité l'Iranien, Hassan Rouhani. Comment peut se passer une telle rencontre au sommet dans le contexte actuel dont on vient de parler? D'abord, l'Organisation de coopération de Shanghai se réunit régulièrement, donc ce n'est pas du tout un scoop. Et la formation que vous avez évoquée, elle est devenue classique. Cela étant dit, on voit bien là et ce à quoi peut commencer à ressembler un monde dont la Chine devient le pivot diplomatique et pas simplement le pivot économique ou stratégique. C'est en soi une coïncidence intéressante que de voir que ceux qui ne sont pas les alliés des États-Unis se groupent au sein d'une organisation dont le secrétariat se trouve en Chine, dans une république d'Asie centrale, à cheval sur l'une des routes de la soie. Oui, effectivement. Et de la Chine, il en a été également question au début du mois de juin lors du dialogue Shangri-La à Singapour. Cette conférence organisée d'ailleurs depuis 2002 par l'Institut dont vous êtes le conseiller, l'IISS. Alors Emmanuel Macron n'était pas présent. Par contre, la ministre française des Armées, elle l'était. L'occasion pour Françoise Parly d'évoquer la dégradation d'autres liens, ceux entretenus justement entre la Chine et les États-Unis. On y a donc une dégradation donc Chine-Iran, Chine-États-Unis, mer de Chine, mer d'Oman. Deux zones stratégiques pour le commerce mondial. Ça, c'est extrêmement inquiétant. La moitié du commerce mondial, du commerce de l'Union européenne, du commerce extérieur de l'Union européenne, passe par la mer de Chine du Sud. Et donc les prétentions chinoises sur la mer de Chine du Sud affectent les intérêts vitaux de la lointaine Europe. De la même façon qu'à l'autre bout de cet espace Indo-Pacifique, vous avez la mer d'Oman, le détroit d'Ormuz, par lequel passe à peu près un tiers du pétrole qui circule sur le marché international. Mais du coup, il n'y a pas d'alternative. Quelles sont les autres routes maritimes qui pourraient être empruntées? Il n'y a pas, effectivement. Il n'y a pas d'alternative. Et c'est pour cela que les uns et les autres s'investissent aussi fortement dans cette partie du monde pour le meilleur et en ce moment plutôt pour le pire s'agissant du détroit d'Ormuz. À Singapour, Shangri-La, on a vu la Chine
présente en force, présentant sa façon de voir la région et le monde. Et défendant une paix hégémonique finalement face aux autres pays de l'ASEAN. Une forme d'hégémonie. Ce ne sera pas un ordre international qui sera particulièrement tendre pour les pays jugés décadents et sur le déclin de la vieille Europe. Il y a des moments un peu difficiles qui nous attendent. Et la France a toujours fait valoir son attachement justement à la liberté de navigation. Elle en a appelé à ses partenaires européens justement pour leur demander de la soutenir dans cette volonté de présence dissuasive dans la zone Pacifique. Que fait l'Europe, justement? On n'entend pas beaucoup dans toutes ces tensions. Le fait est que les Français, la ministre française était venue avec un porte-avions, le Charles de Gaulle. Oui. C'était bien, ça avait de la gueule. Oui. Les Britanniques sont présents. Et les Français naviguent avec les Britanniques, avec les Danois, avec les Portugais. Et puis personne. Il y a pour l'instant 28 États membres dans l'Union européenne. On n'en voit pas beaucoup qui sont prêts à défendre leurs intérêts vitaux dans cette région du monde. Ils sont peut-être moindres que ceux de la France. Et leur dépendance est aussi grande que la nôtre. Merci beaucoup François Hesbourg pour votre analyse dans